voilà, nous sommes à la deuxième partie de cette émission, la partie exploration du thème. Vraiment pour des personnes qui ne nous connaissent pas, moi je suis Nazaine Kodia, donc la présentatrice de cette émission à l'encre de l'histoire, de l'espoir, excusez-moi. Et puis Madame Alida Chikombu qui nous vient des États-Unis. Donc on a regardé tous ensemble en fait son histoire. Et là, maintenant, on va en parler de manière détaillée, voilà. Donc dans cette deuxième partie de l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette émission. Partagez cette émission, identifiez les femmes de valeur et les hommes d'honneur. Dites-nous d'où vous nous suivez, ça nous fera extrêmement plaisir. Ok? Donc, Madame Alida, dans ton histoire, moi je vais te tutoyer. Bien sûr. Voilà, c'est ma grande sœur. Hein, donc, on se tutoie, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que on puisse avoir cette proximité avec vous. Voilà, donc on a vu plusieurs choses, tu es passé par plusieurs choses dans ton histoire. Donc en fait, tu habitais avant en France. Et donc tu es parti aux États-Unis. D'abord, tu es parti aux États-Unis pour quelle raison? Très bonne question. Bah, effectivement, j'ai grandi en France. J'ai quitté la France à l'âge de 22 ans. J'ai suivi l'amour. J'étais amoureuse. C'est tout simplement, j'étais amoureuse et il fallait, pour continuer en fait cette histoire, ça nécessitait qu'effectivement qu'on puisse être être ensemble dans le même pays. Et donc c'est là où le choix s'est fait de pouvoir partir et suivre la personne dont j'étais amoureuse. Et c'est comme ça que je me retrouve aux États-Unis. D'accord, ok. Donc peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de quitter un pays pour l'amour. Donc marquez dans les commentaires. Donc en fait, tu arrives dans ce pays hein, qui est les États-Unis pour vivre cet amour avec cet homme. Mais en fait, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, tout à fait. Donc je suis allée aux États-Unis, bien évidemment, parce que c'était le next step, en fait, la prochaine étape pour vivre cette histoire d'amour. Donc j'emménage aux États-Unis. Et donc au début tout allait bien, hein, bien évidemment. Les 3 premières années, je dirais que tout allait bien. Après, il a commencé à avoir des petits incidents, mais bien évidemment au début c'était rien de grave. Donc je prêtais pas trop attention. Donc je donnais des excuses, mais ça commençait par c'était des choses vraiment minimes. Hein. Au début, c'était plus de la violence verbale. C'était pas du tout de physique tout de suite. C'était des violences verbales. C'était comment je me faisais rabaisser en fait. C'était des critiques. C'était des choses en fait qui touchaient tout de suite à ma personne. Donc il y a eu ce côté-là de minimiser la personne que j'étais et verbalement par des commentaires, ce genre de choses. Et effectivement, ça commençait à prendre un peu crescendo, hein, ça prenait un peu d'ampleur. Et là, effectivement, on est tombé dans une petite gifle, un petit coup de poing, où on pousse à gauche, on pousse à droite. Et effectivement, jusqu'à ce que ça atteigne une dimension où c'était vraiment de la violence, pure violence. Je sais pas, les côtes cassées, les ongles cassés, des plaies au niveau de la tête. Enfin, on passe un peu les détails, mais on est vraiment rentré dans l'abus physique vraiment très très fort. Très fort. Oui, en fait, donc dans ce mariage-là, on va voir qu'il va y avoir des violences. En fait, ce qui m'étonne, en fait, je vois dans plusieurs femmes, c'est de te dire, en fait, tu as parlé des gifles, le fait qu'ils te poussaient, tout ça. Et puis tu as dit, on est vraiment rentré dans la violence. En fait, la violence a commencé dès la première gifle. Tout à fait. La violence, elle a commencé dès la première insulte, même la première fois qu'il a. C'était les insultes. Déjà, ça, c'était déjà la violence qui était sous une autre forme. Mais bien évidemment, c'est parce qu'on est en tant qu'être humain, en fait, on est conditionné en fait à certaines choses. Lorsqu'on se fait engueuler, bien que c'est une reprimande, mais on ne le voit pas aussi. C'est pas perçu de la même manière que lorsque on se fait gronder ou enfermé dans la chambre, ou lorsqu'on se fait taper dessus. Donc pour moi,
c'était des choses qui étaient excusables en fait. Oui, c'est ça. C'était des choses qui étaient excusables. Donc, comme plusieurs femmes en fait. Voilà. C'est en fait la raison pour laquelle je le dis, parce que plusieurs femmes ne se rendent pas compte. Tout à En fait. fait, dès la première gifle, c'est Voilà. déjà la violence. C'est déjà la violence. Et voilà, c'est vrai qu'après, il y a des degrés de violence, mais tout ça, c'est déjà des violences. Déjà, c'est violence. Et toi, dans ton histoire, en fait, ce que tu expliquais, ça a commencé par de la violence verbale. Ah ouais. En fait, ça commence aussi souvent par ça. Tout Voilà, à fait. mais on ne s'en rend pas compte. On se dit, bon, des fois, quand l'autre te parle mal, en fait, c'est déjà commence à manifester de la violence qui est verbale. Dès qu'on s'étonne, et puis lui s'excuse. Mais en fait, il Voilà. est comme ça. Souvent les hommes qui sont violents, en fait, les personnes qui sont même violentes sont comme ça, en fait. Mais après, quand cycle, tu vas laisser faire, et puis en fait, c'est voilà. Tu vas c'est te un sortir, cycle. C'est un cycle qui commence. Bon, bah, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, désolé. Ah, ben, c'est ta faute. C'est à cause de toi. Donc, tout de suite, il y a la culpabilité qui est ressentie de l'autre côté. Donc, on se dit, ah, ben, c'est de ma faute. Donc, la prochaine fois, je vais doser un peu. Je vais pas faire ça pour ne pas énerver la personne. Donc, on trouve toujours des excuses, en fait. Parce donc, dans l'histoire de Madame Alida Chikomboum, que moi j'appelle affectueusement Yaya Alida, on relève en fait des points qui sont très forts et on voudrait vraiment se reposer là-dessus. On voit que, je ne sais pas s'il y a des femmes de valeur aussi qui ont relevé les points, on voit qu'il y a de la violence, voilà, qui est d'abord verbale, et puis ensuite la violence qui est physique, on voit le divorce qui arrive après, et puis le remariage, encore des violences, et puis voilà, elle se relève. Et donc j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Donc je vais lui poser des questions et elle va prendre le temps de nous répondre. Est-ce que tu veux bien? bien sûr, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Merci bien beaucoup. Sûr, bien sûr, voilà. tout à fait. Parce que c'est pas évident d'en parler, mais c'est là où on voit qu'une femme vraiment est passée à autre chose, a pu se relever quand on arrive à raconter son histoire qui est si douloureuse, mais avec toute cette simplicité, voilà, loin du stress, des pleurs, mais c'est quand même une histoire qui est douloureuse et on aimerait vraiment la féliciter. Donc si vous pouvez vraiment applaudir pour elle, parce que vraiment des femmes comme ça, voilà, ça ne coule pas des rues. Donc Madame Alida, oui. Parlez-nous un peu des violences. Des violences, voilà, comment ça a commencé en fait? Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé par... c'était des coups de colère à chaque fois. C'était des petites choses, je pourrais dire... je n'avais pas le droit d'être en retard, par exemple. Si on devait se retrouver quelque part, où on devait aller manger, donc j'avais pas le droit d'être en retard, je devais toujours être à l'heure. C'était un peu un rythme à l'armée en fait. C'est comme ça que je me suis un peu retrouvée dans ça avec un peu de recul. Et c'était ça où c'était... donc quand je me faisais engueuler, donc j'avais pas le... Des fois, il y a quelque chose qui m'arrive, donc je ne comprends pas très bien, donc je donne un peu un regard, genre tu me dis quelque chose, je ne sais pas trop, donc je te regarde d'une manière. Donc le regard aussi, j'avais pas le droit de regarder la personne d'une certaine manière parce que je questionnais en fait son autorité, je questionnais son jugement, donc c'était ça. J'avais pas le droit de faire mes plans en fait, j'avais pas le droit d'avoir, je sais pas, faire un plan sans consultation préalable par exemple. Ce genre de choses. Il y avait déjà de la violence aussi, on va dire sociale. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qui était d'ailleurs très simple parce que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien. Donc tout de suite, j'étais déjà écartée, j'étais isolée. Donc effectivement, ça s'est fait naturellement. Donc mon monde, tout tournait autour de la personne. Donc, parce que lui, il voulait que ça tourne autour de lui. Tout à fait. Et non, parce que toi, tu as voulu que tout tourne autour de lui. Ah non, c'était pas... au début, je me suis un peu rendu compte que c'était lui ou c'était moi. Au début, j'avais pas le choix, j'avais pas d'amis. J'arrive quelque part, je parle pas la langue, donc bien évidemment, je me mets un peu à l'écart. Mais donc, naturellement, j'étais autour de la personne 24 heures sur 24. On vivait l'un dans l'autre. Donc, en fait, si on a bien compris, en fait, je te vois, je te tutoie, non, mais en tout cas, je la vois. Je veux la voir pour vous, mais, d'accord, okay. Mais voilà, mais je n'arrive pas. Donc, les deux. Voilà. Donc, en fait, si on voit bien dans ton histoire, en fait, ça commence d'abord par des violences qui sont sociales. Voilà. Le fait, comme tu l'as bien expliqué. Voilà, donc, mais lui, il a cherché aussi à t'isoler, que tout tourne autour de lui. Tout à fait. Donc, après, ça va être les violences qui sont verbales. Voilà.
Donc, donne-nous un peu des exemples. Ben, le verbal, c'était, t'es pas, ça c'est quelque chose qui est resté longtemps en moi. C'était ma beauté qui était questionnée. J'étais pas assez belle, j'étais pas assez bien. C'est vrai? Oui. Alors que tu es très belle. Les femmes de valeur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment c'est possible une très belle femme comme ça, une très belle créature de Dieu? Donc j'étais pas assez belle, j'étais pas assez bien. Il n'y avait jamais vraiment des compliments. Hein. En fait, c'était plus tout ce que je faisais, c'était jamais ça. Des paroles en fait rabaissantes, des paroles rabaissantes, blessantes, tout à fait. Ouais, humiliantes, quoi. Voilà, j'étais tout le temps comparée à d'autres personnes, des amis, même des personnes étrangères. Hein. Quand je dis étrangères, des personnes qui n'étaient pas forcément proches de la famille, mais qu'on connaissait, ben, tout de suite j'étais comparée à ces personnes-là. Ben, parle mieux anglais que toi. C'est normal, tu viens d'arriver dans un pays étranger. Elle fait mieux à manger que toi, elle écoute mieux que toi, elle au moins elle dit rien en retour. J'étais toujours comparée à quelqu'un parce que toute personne faisait bien ce que moi je faisais pas bien en fait. Est-ce qu'il y avait des injures? Oui, des injures, il y en avait. Des injures, c'était des gros mots que je n'oserais même pas répéter d'ailleurs. Mais c'était beaucoup de gros mots. C'était et en fait, je dirais encore à la limite les gros mots, on va dire c'était un peu général. Ce qui était vraiment blessant, c'était tout ce qui était lié à ma personne en fait. Ouais. C'était tout ce qui n'allait pas. C'était des critiques par rapport à mon corps, par rapport à mon côté intellectuel, par rapport à ma manière de parler, ma manière de marcher. C'était vraiment... C'était invivable. Voilà, c'était vraiment... J'étais remise en question dans tout en fait, et tout le temps. Voilà. Donc, après les violences verbales, va venir les violences physiques. Oui, donc voilà, donc ça a été vraiment un cheminement, hein, ça a été vraiment l'isolation, après l'abus verbal, et après cela c'est passé donc effectivement aux violences physiques. Et les violences physiques, bien évidemment, ça commençait aussi étape par étape, c'était des petites gifles où on pousse un peu à gauche, à droite, et après de là c'était plus des gifles, c'était des coups de poing carrément. Et des coups de poing, ben, c'était on tabasse. C'était on tabasse. Comme quoi? Ben, je me rappelle oh my god, je me rappelle de cette soirée en fait. Alors j'étais, donc là je m'étais fait quelques amis, mais quand je dis amis entre guillemets parce que c'était des membres de la famille, donc c'était même pas des étrangers. Et donc on était parti faire des courses entre femmes, courses, je parle de food shopping, hein, c'est pas comme si on a été s'acheter des vêtements, on a été faire des courses à manger, donc du poulet, etc. Il y avait une ferme qui était pas mal, qui était à côté, donc on achetait du frais, mais c'était intéressant quand on se mettait à plusieurs, comme ça au moins on pouvait acheter un mouton, tu sais, par exemple, et on se le partageait. Et donc quand on terminait, donc le temps de partager le marché quand c'était fait, ça s'est terminé très tard, mon téléphone était déchargé, donc j'étais pas joignable. Donc je me rappelle, je suis rentrée à la maison, il était 21 h, c'était en hiver, donc il faisait déjà nuit depuis un moment. Donc je rentre dans la maison, donc je rentre dans le garage, je garde la voiture, donc je sors la nourriture du coffre que je mets dans le congélateur qui était dans le garage. Et donc je monte, alors donc je monte là où se trouvaient les chambres, au niveau supérieur, et donc pour moi la maison, tout est noir, il n'y a pas de lumière, la lumière s'est éteinte, tout est calme, donc tout le monde dort. Donc moi j'essaie de rentrer vraiment pour ne pas réveiller la personne, donc mon époux à l'époque, donc je monte tout doucement, et à ma grande surprise, là au haut de l'escalier, dans le noir, donc lui pouvait me voir venir, mais moi je ne le voyais pas du tout, donc moi j'étais plus focus sur mes pas pour ne pas faire du bruit, et c'est là je me fais attraper par les cheveux. Et donc je suis donc presque au bout, hein, arrivé presque au 3e étage, donc à une ou deux marches près, et là attrapé par les cheveux et poussé dans les escaliers. Donc je roule dans les escaliers, donc du 3e je me retrouve au 2e. Les escaliers allaient comme ça, donc en fait je pouvais pas, je descendais pas tout le long, donc je suis descendu jusqu'en bas, et donc je hurlais.
Mais je suis tombé, mes lunettes étaient cassées, je porte des lunettes, là j'ai des lentilles, mais je porte des lunettes cassées, donc dans la peur, en fait, la frayeur, j'ai même pas pensé à la personne, j'ai pensé que c'était peut-être un cambrioleur, en fait. C'était une personne qui était là dans le noir, qui m'attendait pour me faire du mal. Donc moi, dès que je tombe, le réflexe, c'est de continuer, en fait, de courir pour m'échapper. Et là, je me fais rattraper, je me fais jeter encore dans le deuxième lot, donc du deuxième démarche, du deuxième étage, jusqu'au bas. Et donc c'est là où je me retrouve avec des côtes cassées et donc la lumière allumée. Je me rends compte que en fait, la personne, c'était pas du tout un cambrioleur. C'était ton propre mari. C'était mon propre mari, voilà. Et c'était tout de suite, où étais-tu, pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Pourquoi il n'avait pas commencé par demander que de commencer à t'attraper par des cheveux, de pousser? On va pas rentrer dans la tête. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu as déjà commis des dégâts et puis tu poses des questions. Voilà. C'est pas compréhensible. Et quand on pose des questions, il faut répondre. Il faut non, pas. En fait, c'est pas compréhensible. C'est pas comme si tu posais des questions et que l'autre refusait. Et ça t'a énervé et tu le fais quand bien même. On ne va jamais tolérer ça parce que on peut pas, en aucun cas, on ne peut pas tolérer ce genre de violence. Mais on ne peut même pas tolérer de violence. Mais là, il ne pose pas la question, il te fait d'abord du mal, il te pose des questions. Voilà. Donc il y a une sorte de confusion en fait. Parce que ce n'est pas la manière de la logique, en fait, on va dire une logique. Bon, ça, j'ai compris avec le temps. De toute façon, déjà, en tant qu'être humain, on ne réfléchit pas tous de la même manière. Mais dans la tête d'une personne qui commet l'abus, les choses sont complètement déformées. Il n'y a pas de sens, en fait, il n'y a pas de logique. Donc, c'était. Et là, j'ai appris avec le temps. Donc, quand on pose des questions, malgré qu'on vient de se faire battre et qu'on ne peut même pas respirer, qu'on a des côtes cassées, qu'on est en pleine douleur, parce qu'encore, il faut dire, la douleur sur le coup, je ne sentais pas trop. Tout ce que j'ai senti, c'est que je sais que je saignais. Et donc, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passait. Mais c'était, tu me réponds, je t'ai posé une question. Donc, il faut répondre. En fait, quand on ne répond pas, là, en fait, tu viens d'être traumatisé parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, chose qui est normale. Mais là, tout de suite, tu dois répondre. Répondre aux questions, il faut répondre. Sinon, on est à la police. C'est pire. C'est l'armée, comme tu dis. Sinon, ça continue. En fait, ça ne s'arrête pas. Et puis, là, franchement, j'ai eu très peur. Je parle de cet incident-là parce que c'est un des rares incidents où j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Et je le suppliais, en fait, je suppliais d'arrêter. C'est pas possible. Parce qu'après les interrogatoires, en fait, ça va encore être des violences. Malgré ton état où tu sais. Oui, tout à fait. Tant que je ne réponds pas aux questions posées, c'est que je suis en train de challenger, en fait, son autorité. Et là, ça lui met encore dans une autre colère et il n'est pas content du tout. Je dois répondre. Sinon, c'est des coups de chiffre, des coups de poing tout de suite. Mais là, moi, j'en pouvais plus. Déjà j'étais à terre. Je sais que j'étais consciente du sang, mais je n'étais pas consciente de mes côtes cassées. Je n'étais pas consciente de tout ça. Ça, c'est après que je vais ressentir la douleur, après le choc, en fait, que je me rends compte que, en fait, je ne peux pas bouger parce que, voilà. Mais là, sur le coup, c'est ça. Donc, j'ai peur parce que, bon, là où j'habitais, c'est pas comme si j'avais des voisins à côté, je pouvais courir et puis ils venaient au secours. Bon, mais non, donc je suis là, en fait, j'ai peur pour ma vie et puis je supplie la personne d'arrêter le supplice, en fait. Et ils aiment ça qu'on les supplie, ça leur montre que vraiment qu'ils sont hommes, c'est comme s'ils ont besoin de ça. Et c'est tellement malheureux parce qu'à cet instant, tu n'es pas une personne, il ne te prend pas pour une personne, il te prend pour un objet. Parce que c'est pas possible de traiter en plus la femme comme ça. Et puis en plus tu es parti pour faire les courses, pour que lui également mange. Voilà, et franchement, c'est la folie en fait, c'est vraiment la folie. Et donc, mais c'est douloureux, quoi. Ce que tu as vécu, c'est un enfer, c'est pas possible. On ne peut pas supporter ça à quelqu'un, quoi. Ah ben si, j'ai supporté quand même pendant des années, donc... D'accord. Mais en fait, après, comme je dis, c'est pas... il faut vraiment y être, en fait. Il faut vivre la chose pour comprendre, en fait, comment ça se passe. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête, plein de choses passées dans ma tête. Hein. Moi, déjà, par rapport à cet incident, c'était « je dois vivre, je ne vais pas mourir ». Parce que quand j'ai compris que c'est du sang, je me suis dit, ok, donc là, il y a des dégâts. Donc, j'ai réalisé que la personne était prête à me faire du mal. Parce que malgré moi, le sang, la vue de mon sang qui m'a fait réfléchir à deux fois
et que lui en face, il continue en fait à être ce qu'il était, à faire ce qu'il faisait, je me suis dit, là, il y a un problème. Donc là, vraiment, j'ai eu très peur pour ma vie à ce moment bien précis. Mais il y a de quoi avoir peur. Donc tu as dit, tu as supporté en gros pendant combien de temps juste pour passer à l'autre étape du divorce? J'ai supporté, on va dire 6-7 ans, hein, quand même. Ça a été 7 bonnes années de violence. C'était tout le temps comme ça? Les violences et tout, ça pouvait prendre combien de temps? Ça pouvait pas combien de temps? Il n'y a pas de souci là. Les violences, en fait, c'est pas chronométré en fait, c'est pas schedule, c'est pas dans un calendrier. C'est 7 ans effectivement de violence, mais ces violences-là n'arrivaient pas toujours au même moment. Et ça ne venait jamais de la même manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, mais c'est vrai. Ça prenait toujours des formes complètement différentes. Et ce qui fait que les excuses étaient acceptées, parce que ça ne ressemblait jamais à la fois d'avant. D'accord, ok. Donc là, en fait, par exemple... oui, en fait, ça c'est vrai ce que tu expliques. Mais là, en fait, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'était par exemple une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ce genre de violence? Ça dépendait. Ça les gifles, dépendait. C'était tout le temps? Non, ça dépendait. Une fois par semaine? Non, il n'y a pas vraiment un ratio de une fois par semaine. C'était à chaque fois que je ne faisais pas ce qu'il fallait selon les critères de la personne dont moi je ne savais d'ailleurs pas, parce que arrivé à un moment, je cherchais à savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te faire plaisir, pour ne plus être au milieu de tous ces coups et de tout ça, d'arrêter ça. Mais ça pouvait être, on pouvait passer 2-3 mois, tout va bien, ouais, c'est ça. ou 6 mois, tout va bien, et après, ouais, c'est ça, et puis ça revient, et puis ça peut être là tous les mois, ça va pas, il y a toujours un incident. C'était jamais constant en fait, c'était jamais régulier, c'était une courbe vraiment la plus irrégulière possible. D'accord, on voit un peu, mais c'est souvent ça, moi aussi c'est plus ou moins ce que j'ai vécu. Ouais. Et en fait, ça arrive aux personnes auxquelles on peut même pas s'attendre, parce qu'un voyou, tout de suite on sait que c'est un voyou, ça arrive tout le temps, on le voit même, on le sait. Mais ce genre d'homme là, on peut même pas s'attendre à ça en fait. C'est ça que dans leur tête quelque part ils se disent ils sont bien, parce que ça arrive pas tout le temps. Donc ils se disent qu'ils sont pas violents, que ce qu'ils font c'est de la correction, c'est normal. Voilà, c'est normal. Donc c'est la punition. Ils prennent leurs femmes comme pour leurs enfants, mais à la rigueur même leurs enfants ils font pas ça. À un moment donné ils passent à l'étape voilà, genre c'est un objet, parce que il y a qu'une personne qui considère l'autre comme étant un objet pour pouvoir faire ce genre de choses. Tout à fait. Pousser comme ça, et bien qu'elle ait du sang, mais on est là en train de lui poser des questions. Donc voilà. Donc vous avez supporté, tu as supporté jusqu'à 7 ans, voire 7 ans. Et donc du coup tu vas prendre la décision de partir. Oui, mais en fait, même partir, ça se fait même pas comme ça. Hein. Ce sont vraiment les circonstances qui me font partir. Hein. C'était même pas... je n'ai jamais eu... j'ai eu des plans, ça je l'avouerai, j'ai eu des moments où je me disais, je ne peux pas continuer à suivre ça, je dois prendre une décision, il faut que ça s'arrête, je dois partir. Mais j'arrivais jamais à faire le premier pas. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Là, c'était carrément un concours de circonstances, en fait. Et parce que là, après, il y a des enfants qui sont dans le couple. Parce que la plus grande partie des violences qui se faisaient, c'était... on n'était que 2. Donc, on n'avait pas encore d'enfants. Donc, on n'était que 2. Et là, maintenant, quand les enfants sont arrivés, ça ne s'est pas arrangé. Ça a rajouté encore un petit stress par-dessus. Donc, c'est devenu encore, on va dire, pire. Hein. Et donc là, ce sont les circonstances qui font que je suis dans une situation où je ne peux pas faire autrement en fait. Donc c'est quand même bizarre, les violences ont commencé avant de devenir maman, mais est-ce qu'en aucun cas tu t'es dit, voilà, les violences déjà, voilà, les violences sont débutées alors qu'il n'y a même pas encore d'enfant, mais mieux vaut que je parte maintenant, parce que non, pas du tout. Que ça donnera? Non, pas du tout. Tu t'es pas dit ça, à aucun moment tu as pensé à ça? Mais non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, il y avait toujours, chaque agression avait une excuse, et l'excuse ne ressemblait jamais à celle d'avant. Et la plupart des excuses, elles étaient alimentées par l'amour en fait.
c'était des excuses qui étaient basées par rapport aux sentiments que la personne avait pour moi. Donc la personne m'aimait. Donc c'était des sentiments basés par rapport à l'amour. On ne laisse pas une personne qu'on aime. Ouais, qu'on aime. La personne m'aime, moi j'aime la personne, bah, sauf que la personne a des dérapages, bon, bah, c'est pas tous les jours, donc on va faire avec. Donc j'ai appris à vivre avec en fait. Tu as appris à vivre avec. Et à aucun moment tu en as parlé à quelqu'un des violences que tu vivais? Ah ben non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Tu as gardé ça comme ça? Ah ben oui, on n'en parle pas. Moi dans mon cas, en plus, je ne pouvais pas en parler parce que quand j'ai pris la décision d'emménager aux États-Unis, c'était contre la volonté de ma famille, de mes amis. Il n'y avait aucune personne dans mon entourage qui faisait partie de ma vie à ce moment-là, qui a dit « Youpi, elle s'en va aux États-Unis ». Personne. En fait, je suis parti, j'avais la bénédiction de personne. Voilà. Si ce n'est celle de Donc du coup, c'est la raison pour laquelle tu ne pouvais pas en parler. Et lui, il le savait aussi. Bien sûr, c'était évident. En fait, ça, donc on ne va pas comme ça contre la volonté de tout le monde et puis on se casse la figure et puis on appelle pour dire « Ah maman, papa, ça ne va pas ici ». On ne le fait surtout pas. On a encore moins des amis. Je pense que par rapport à ce qu'elle dit, chers parents, même si on n'est pas deux fois d'accord avec certaines décisions de nos enfants, mais en fait, pensez un peu, vous voyez, elle était dans cette souffrance, dans cet enfer, mais elle ne pouvait pas en parler à ses parents parce qu'elle s'est dit « J'ai déçu tout le monde ». Comment est-ce que je vais le dire? C'est la raison pour laquelle on doit toujours rester vraiment amis avec nos enfants, être vraiment proches. Dans le sens que si jamais ça ne va pas dans la vie de mon enfant, que je sois la première personne à qui elle peut se confier. Vous voyez, même si on n'est pas d'accord, cherchez toujours à être proche. Voilà, à montrer à vos enfants, peu importe tes décisions, tu restes mon enfant. Peu importe tes décisions, sache que si un jour ça ne va pas, la porte est toujours ouverte. Et ça, c'est comme on le dit, en fait, 70% de communication, en tout cas 70% de communication ne sont pas verbales. En fait, la communication, elle n'est toujours pas verbale. C'est-à-dire que le dire à un enfant, c'est bien, mais c'est mieux par l'attitude que l'enfant sache que c'est vrai. J'ai fait un mauvais choix, mais je dois en parler à mes parents parce que je sais que ma mère m'aime, même si je l'ai déçue. Voilà, je peux... vraiment, c'est la personne à laquelle je dois me confier, en fait, que de rester comme ça. Et si elle est décédée dans ce mariage-là, qui sera perdant, en fait, ou bien lesquels? Ça sera les parents, en fait. Voilà, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est avoir une communication, garder une communication ouverte. Et même, ça peut être une amie. Moi, je travaille dans le domaine aujourd'hui. J'ai appris à ne pas juger, j'ai appris à ne pas, même auprès des personnes avec qui j'ai été patient, j'ai donné des conseils que je voyais très bien qu'ils allaient droit au mur. Et quand ils arrivent et qu'ils se cognent ou ils se font mal, je ne dis pas, je vous avais dit, je ne dis surtout pas. Parce que je sais très bien, il n'y a pas une meilleure manière de turn off la personne que de dire, ben voilà, on t'avait prévenu, non, tu n'as pas écouté, voilà maintenant. Déjà les conséquences en fait. Nous éduquent. On apprend déjà. Voilà, on apprend déjà la sur vie, le on tas. l'apprend soit par des conseils, c'est-à-dire que comme elle, ses parents n'étaient pas d'accord, c'était des conseils, soit par des coups. Donc on reçoit des coups, on n'a même plus besoin de dire t'as vu, si tu nous avais écouté. Ben non, parce que les coups, du coup, comme on dit, les coups ouais. nous conseillent déjà effectivement par rapport à ce qu'on vit. Voilà. D'accord.